Est-ce que je peux passer au slide peut-être juste voir, on n'a pas besoin de voir en ligne ou... C'est moi qui l'ai en fait, le slide. Ok, en fait je le partage à partir de mon écran, mais on peut le repartager à partir de cet écran-là. Oui, pour les gens qui sont... Ouais. Ah, tu vas faire ça, ok. Ah, ok. Tiens. On peut le voir comme ça. Celui-là, c'est celui qui est sur ton laptop. Oui, mais pour le bouger, Ah, il faut que tu réduises l'écran il faut qu'on réduise l'écran. principal. Il est derrière, il est là. Oui, c'est ça. That's it. Là, tu peux redéfiler pour arriver à ton slide. Oui. Ok, je comprends. Ah, puis toi, tu... Non, elle est ici. Ok. Tu l'as. C'est que on l'a, oui. Bon, le texte, il ne faut pas lire ça. C'est juste pour mon aide mémoire. Des grosses réflexions sur l'intelligence artificielle, parce que je ne suis pas un spécialiste. On a quelqu'un qui en a fait ici dans le labo. Il va peut-être intervenir. Donc, je ne me considère pas un spécialiste de l'intelligence artificielle. Mais ça fait à peu près 12 ans que je m'intéresse à l'économie pair à pair. C'est le sujet, l'AI et l'économie pair à pair. Donc, ce qui m'intéresse à moi, c'est de voir est-ce que c'est une technologie qui va aider ce mouvement pair à pair ou c'est une technologie qui va l'étouffer. Hein? Donc, je regarde ça du point de vue économique. C'est une vision économique de la chose. Et pour répondre à cette question, on peut partir du principe que tout ce qui nécessite énormément de ressources, puis beaucoup de gens à mettre ensemble pour le réaliser, ça glisse très souvent vers la centralisation. Donc, il y a une sorte de il y a une sorte de capture qui se crée à travers le temps. Okay? Comme par exemple, on peut prendre comme exemple la télévision et la radio. Okay? Ce sont des technologies de diffusion d'informations qui nécessitent des grosses infrastructures. Et même si les États les ont créées pour le peuple, ils ont fini par être monopolisés. Puis si on regarde la situation aux États-Unis, on a 6 grandes compagnies qui essentiellement ont le monopole sur l'information. Puis tu as aussi les chaînes comme CBC ici au Canada qui sont pro-gouvernement, donc qui sont contrôlées par le gouvernement. Donc on part de ce principe-là. L'Internet initialement a permis une décentralisation et l'émergence de ces pratiques pair à pair. Mais très très vite, il a été aussi consolidé. Donc on peut voir l'état actuel du trafic sur l'ensemble de l'Internet. On voit qu'il y a 5 grandes corporations qui détiennent le monopole. Et donc, si on applique le même principe de comment est-ce qu'on produit ces services, on parle de la Web 2 ici, comment est-ce qu'on produit ces services, ces plateformes pour recevoir des millions d'usagers, de personnes, mais ça prend des server farms, ça prend des data centers, computer centers, puis pas juste ça. C'est toute une infrastructure de communication avec certaines infrastructures qui sont déployées à différents endroits, sur différents continents. Tout ça. Donc c'est lourd et ça finit par être centralisé. Mais qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est que si on regarde le modèle d'affaires de ce Web 2, ça se base sur le principe que l'individu produit du contenu qui est émis pour les autres individus. Et ensuite, l'économie de plateforme, hein, elle monnaie d'une certaine façon cette activité-là. Mais la plateforme, elle a besoin de contenu ou de l'activité de l'usager qui est portée vers les autres usagers. Donc, ça permet une certaine liberté de l'usager de agir à l'intérieur de ces plateformes-là, et ça permet la création de certaines relations
qui ensuite dépassent la plateforme. Par exemple, on a des YouTubers. Initialement, le YouTube, le modèle, c'était il y a des gens qui produisent des vidéos pour d'autres personnes. Et donc ça fait en sorte que ça devient un attracteur d'attention. Mais ce qui se passe, c'est que ces YouTubers-là ont fini par créer des relations. Ils ont fini par créer des groupes, à s'inspirer les uns des autres. Et ces relations-là, ben, ils se sont trouvés sur la plateforme. Ils ont la liberté de créer. Mais à l'extérieur de la plateforme, ils ont commencé à se synchroniser, à collaborer ensemble, à créer des réseaux. Et ces réseaux-là ne sont pas nécessairement sur la plateforme. Ce sont des relations. On voit aujourd'hui, par exemple, Joe Rogan qui invite Tucker Carlson, puis Jimmy Dore qui invite Joe Rogan. Tu vois la création d'une sorte de groupe qui s'est créé son propre langage, sur sa propre perspective du monde. Et donc ça fait un cluster une collaboration, une sorte de média décentralisé. On peut dire que c'est un média pair à pair, mais qui existe grâce à cette plateforme-là. Donc là, ce qu'on observe ici, c'est que le pair à pair, on a créé un endroit où le pair à pair a pu se développer comme pratique. Tu sais, le développement open source, software, hardware, on se rencontre sur GitHub, sur différentes plateformes. Cet espace-là est arrivé parce que cette économie de plateforme a besoin du contenu de l'usager. Okay. Et donc, ce qu'on a, c'est comme une sorte de deux économies poupées russes, l'une dans l'autre. Tu as le container qui est l'économie de plateforme, à l'intérieur de laquelle, comme par hasard, peut-être, je veux dire, ça n'a pas été nécessairement vu dans le design des plateformes, c'était comme une sorte d'activité qui a émergé au sein de ces plateformes-là, mais on a créé une économie pair à pair. Le problème, c'est que cette économie pair à pair est assujettie à l'économie de plateforme. Donc, bref, dans le Web 2, ce qu'on observe, c'est l'émergence de l'économie pair à pair qui est contenue dans ces plateformes-là. Et ces plateformes-là, ils ont commanding height, ça veut dire ils ont des moyens de contrôle. Parce que, en analysant ces données, le social graph, l'intelligence collective, on se rend compte que peut-être certaines de ces personnes commencent à avoir beaucoup d'influence et on applique la censure. Donc on voit comment le pouvoir des plateformes dépasse le pouvoir de cette économie pair à pair. Elle est contenue dans l'économie de plateforme. Elle ne peut pas se reproduire toute seule. Okay? Mais elle peut quand même exister. C'est ça qui est intéressant. Elle peut quand même exister. Et maintenant, si on réfléchit à l'AI, tu sais, j'appelais ça des économies imbriquées. Si on passe à l'AI, là, ce que j'entrevois, ma théorie, mon hypothèse, parce qu'on n'est pas sorti du bois avec l'AI, puis on ne sait pas dans quoi on s'en va. Mon hypothèse, c'est que tranquillement, cette économie basée sur le AI va rejeter l'économie pair à pair. On n'a plus besoin de l'individu pour produire du contenu. Le AI est présenté comme un service. Et même si l'AI, parce que pour produire l'AI, on a besoin de deux choses. On a besoin de pouvoir de calcul, de machine, et aussi on a besoin de la donnée. Donc déjà maintenant, pour le produire et le distribuer, ça prend des forces centrales, ça prend des grosses corporations et des gouvernements. Donc on revient comme dans la situation de la TV puis de la radio. Ça prend énormément de ressources, énormément d'êtres humains, donc ça glisse vers la centralisation. Et les grandes corporations qui contrôlent le Web 2, ceux-là qui sont là, ont déjà une avance sur l'AI par rapport aux autres, par rapport aux commandes mortelles. Et donc l'AI, c'est quelque chose, dans sa forme aujourd'hui capitaliste, c'est quelque chose qui glisse vers la centralisation. Et étant donné qu'on n'a plus besoin de l'être humain pour produire la donnée, il n'y a plus de place pour cette économie pair à pair dans une économie web AI. Okay? Donc, pour partir les modèles, on se base sur la donnée qui a été déjà volée d'une certaine manière.
qui est sur ces clouds, qui est emmagasiné dans ces corporations plateformes. Puis dans l'avenir, l'AI, il doit quand même se nourrir de la donnée, mais la tendance qu'on observe en ce moment, c'est pas de demander à l'être humain de produire ces données-là. Elle va être extraite par un système de surveillance. Ça veut dire que le passage au digital, la digitalisation de nos vies, de l'économie et tout, fait en sorte que la donnée est extraite de façon ambiante. Ça veut dire on va au magasin, on achète des choses, cette donnée, elle part à travers notre activité. Donc pour utiliser une métaphore, c'est un système qui se pose un peu comme un Dieu omniprésent qui te regarde faire et qui accumule de l'information sur toi et qui devient omniscient. Donc notre rapport avec lui, on n'est pas conscient on n'est plus conscient qu'on lui donne quelque chose. Quand je m'envoie sur Facebook ou sur YouTube, je suis conscient que je produis du contenu pour mes pairs. Je ne produis pas une vidéo pour YouTube, je produis pour mes pairs. Et donc l'attention, c'est à mes pairs. J'entre en relation avec mon audience. Mon focus est sur les gens. Avec l'économie du AI, le contenu est produit par mes actions. Et la donnée est extraite dans l'ambiant. Je ne fais plus d'efforts conscients de donner quelque chose à qui que ce soit, même pas à l'AI. Tu vois, c'est la société de surveillance où les caméras sur la rue, ton téléphone, ton compte en banque, ça génère des données qui sont extraites sans que tu sois conscient ou que tu fasses un effort. Et donc, premièrement, ça nous éloigne des autres parce que je ne crée plus quelque chose pour les autres, pour mon audience. Je ne suis pas sur Facebook pour apprendre avec les autres, pour partager l'information. Tu vois? On n'est plus dans cette logique de faire attention à l'autre puis de produire quelque chose pour lui. On revient centré à soi-même et par nos activités, cette donnée, elle va nourrir l'AI sans qu'on le sache. Okay? Donc, elle est centralisée, ça se centralise à cause des ressources pour le produire et le distribuer. Et ça change le focus de moi vers les autres, à moi vers moi-même, parce que je ne suis plus un acteur sur les médias sociaux. Tu vois? Donc carrément, l'économie, la monétisation du web, ça bouge d'une économie de partage vers une économie de service. Tu vois? De publicité, là. Comment? De publicité ciblée, genre, tu parles? Ben, de service, une économie de service du genre, j'interroge le AI pour quelque chose et je paye les tokens pour avoir des réponses. Ouais. T'sais, je ne suis pas dans la logique, je crée du contenu puis j'en consomme. Je donne et je reçois, comme sur les médias sociaux. Je partage quelque chose sur Facebook et je lis ce que tu partages. Ouais. Tu vois, ça ne veut pas dire que le Web 2 va disparaître, mais l'engin qui fait vivre l'Internet, ce modèle d'affaires, tu sais, shift du social vers l'intelligence, vers la logistique, vers la prise de décision et le contrôle des actions. Oui, sachant qu'en plus, dans ce phénomène-là, tu as maintenant des influenceurs totalement virtuels qui sont générés par des AI. Ouais. Donc, tu as l'impression que tu as un échange avec quelqu'un. Donc, tu as quand même un échange, sauf que c'est un dialogue avec une entité qui est une AI, qui est une intelligence artificielle. Mais juste notre rapport à l'information. Yeah, Jesus. Oui. Juste notre rapport à l'information. OK? Si je veux savoir quelque chose, je m'en vais sur Wikipédia. Je suis conscient qu'il y a des êtres humains comme moi qui ont écrit ça. Et si je vois une erreur, je peux corriger. Là, si je veux apprendre quelque chose sur comment cuisiner des pickles, je m'en vais sur YouTube, je trouve ton vidéo. Ouais. OK? Puis ça me donne peut-être une idée de remettre une vidéo avec une nouvelle recette. On est à l'interaction, être humain à être humain. Mais ce rapport à l'information change avec l'AI parce que je pose une question à un AI, il n'y a plus d'être humain. Je ne vois pas ton vidéo, je ne vois pas Wikipédia qui est le produit d'autres êtres humains. J'interroge une entité,
une entité quasiment le Dieu. Ouais. OK? Et donc, c'est ça la métaphore, c'est qu'on on se retourne contre nous-mêmes, je ne t'interroge plus. Je comprends. OK? Ouais. Puis, donc, ce Dieu-là, ce AI-là, me surveille en temps réel et je lui pose une question et je reçois une réponse. Ok, ça, ce que tu fais, c'est une projection à X mois, années, dans lequel l'interface prompt AI devient l'interface dominante où en fait, tu n'as plus le contexte du service que tu avais avant, qui était Facebook, YouTube, Insta, whatever. Exactement. Ok. Exactement. Si je veux avoir une recette, je demande l'AI. C'est ça. Wikipédia va disparaître. Oui. C'est quoi le but de Wikipédia quand l'AI connaît tout, incluant tout ce qui est sur Wikipédia, et plus encore? Et c'est ça, c'est intéressant, parce que pour les gens qui commencent à utiliser, moi je suis un end-user de l'intelligence artificielle, et rapidement, effectivement, quand ta seule interface, c'est le prompt de ChatGPT, ou de Grok, ou des autres, tu n'as plus cette notion de contexte, de où vient l'information, qui l'a produite. Quand tu vas sur Wikipédia, ok, tu sais quel est le contexte sémantique, quels sont les jeux de pouvoir. Mais là, tu vas regarder la page de discussion, qu'est-ce que lui il a dit, qu'est-ce que lui il a dit, comment est-ce qu'on est arrivé à ça. Alors que là, non, là tu as un dialogue, mais qui occulte totalement le contexte. Tu ne sais pas d'où vient l'information, tout est noyé. C'est une boîte noire, c'est une divinité. Tout est aggloméré, c'est ça. Ça, c'est un vrai challenge. Et quand tu l'utilises, tu vois également qu'il y a des biais, que ce n'est pas parfait, qu'il y a des erreurs. Et le problème, c'est que tu t'en aperçois parce que tu as une idée du contexte, parce que tu connais un sujet particulier. Mais pour les gens qui ne le connaissent pas, tu prends ça pour du cash. Oui, exactement. Tu penses que c'est la réalité. Ça, c'est un gros... Et si tu n'as pas le contexte de savoir d'où vient la source ou de quel livre c'est tiré ou quelles sont les personnes qui l'a dite, ça devient extrêmement compliqué de savoir quelle est la réalité finalement. Mais ça change fondamentalement quelque chose dans notre vision du monde. Ça veut dire, au lieu d'être porté sur les autres, c'est les autres qui m'enseignent, j'ai plus besoin des autres. Okay? Et donc, ça c'est un effet pervers sur la culture du père à père. Mais aussi, avant de YouTube, avant de Twitter, avant de tout ça, il y avait des vrais peer-to-peer. Je peux partager sur un torrent vraiment peer-to-peer, c'est une intervention de Google, Twitter. Oui. Et aussi, il existe YouTube. C'est une intervention qui... We have less freedom. On a moins d'être aussi contrôlé, tu ne connais pas si les vidéos étaient modifiées pour quelqu'un. L'algorithme était un peu moins puissant, disons. Il n'y avait pas d'algorithme. On est entré en relation sans l'intermédiation de l'algorithme, c'est ça? Si, depuis les blogs, et depuis les forums, c'est ça. C'est ça. Alors, on a une... Question? Oui, on a une question donc, de Michael. Alors, qui dit « Je suis d'accord avec l'idée de moins partager avec les pairs et de rester finalement uniquement en contact avec l'IA. J'ai une question par rapport à l'utilisation par les adolescents. Comment les sensibiliser au fait qu'ils ne sont pas en contact avec d'autres humains ?» Ça, c'est la question. Donc, je ne sais pas si je peux comprendre ça sous l'angle de l'anthropomorphisme. Hein? On prête des intentions, on met de l'intelligence là où finalement elle ne l'est pas. Tu sais? Fait que quand on parle au ChatGPT, on peut avoir cette tendance à le considérer comme un être humain. C'est une tendance naturelle qu'on a. Est-ce qu'on peut se convaincre, est-ce qu'on peut par l'éducation convaincre l'enfant qu'il n'y a pas affaire à un être humain? Si je le comprends bien, c'est une projection, oui. C'est ça, après l'idée c'est ça, c'est que comme effectivement les adolescents passent énormément de temps sur les écrans, ils passent beaucoup de temps sur les jeux, de plus en plus des interfaces avec lesquelles ils dialoguent, ça va être généré par de l'intelligence artificielle avec un avatar qui peut avoir un visage humain finalement. Aujourd'hui, ça c'est un des gros problèmes. C'est-à-dire que c'est plus si c'est en face de toi, tu as un humain. Les deepfakes. Ouais, ou si tu as une AI derrière. Donc, le bon côté des choses, c'est qu'il y a quand même une communication. C'est-à-dire que l'adolescent communique avec quelqu'un, mais par contre, ce quelqu'un, c'est vrai que c'est pas un humain.
Donc ça, c'est partie des nouveaux enjeux auxquels on va être confronté. C'est-à-dire que c'est qui est derrière l'AI, qui est derrière l'avatar, c'est quoi sa personnalité, c'est quoi les enjeux, c'est quoi les données récoltées. Là, on est sur des grandes questions, effectivement. Oui. Avec quelles données il est entraîné, avec quelles limites? Bah, c'est ça. Oui. Donc, j'ai oublié ton nom. Philippe. Philippe. Je peux peut-être faire une petite récapitulation ici. Je me pose la question sous l'angle de l'économie. Si le AI est une force de décentralisation ou de centralisation. Juste un aperçu rapide. Je me base sur le principe que ce qui nécessite des grandes infrastructures peut glisser vers la centralisation, peut être capturé. Puis si on regarde le Web 2, ben, il a suivi ce cheminement-là parce que pour servir des millions de personnes, il a fallu mettre en place des data centers, puis créer toute l'infrastructure de communication, de distribution de ce contenu-là. Et donc, ça glissait vers la décentralisation. Et je me pose la question, l'AI, qu'est-ce qui se passe avec l'AI? Il y a une réalisation que j'ai eue à un moment donné que l'économie pair à pair a pu naître au sein de l'économie de plateforme à cause du fait que l'économie de plateforme se base sur la création du contenu par l'individu. Et donc, ça nous permet de rentrer en relation. Et c'est comme une sorte d'effet secondaire de l'économie de plateforme d'avoir l'espace de création d'une économie pair à pair. Je crée de l'information sur YouTube et j'en consomme. Puis quand ton rapport à l'information, c'est d'aller chercher qu'est-ce que l'autre a dit. Okay? Et donc, tu crées du contenu qui a de la valeur, qui amène les gens pour regarder. Puis là, la plateforme exploite l'attention. Mais ça permet cette symbiose-là entre ces deux économies-là. Mais avec le AI, ce qu'on débattait ici, c'est que on passe de cette économie de plateforme à une économie de service où l'AI se nourrit de ta donnée, mais qu'il extrait du monde ambiant sans que tu sois conscient. Donc, tu ne produis plus du contenu pour personne ou pour l'AI. Tu ne t'en vas plus sur Wikipédia pour voir qu'est-ce que les autres ont dit. Tu fais un prompt pour l'AI. Et donc, tu ne réfléchis plus à la donnée. Tu prends une donnée qui est pré-digérée. Ben, ça c'est vrai aussi, mais le rapport avec le pair à pair, c'est que tu ne réfléchis plus avec les autres. Tu n'es plus en relation médiée par une plateforme avec les autres. Tu vois? Je veux une recette ce soir, on va sur YouTube, je regarde ce que l'autre a fait à la maison. D'une certaine manière, on rentre en relation, puis je peux l'écrire tu vois? Mais là, tu fais un prompt pour l'AI pour te donner une recette. Tu vas t'inventer une recette basée sur toutes les règles. Oui, mais ça peut être une bonne recette. Mais l'idée, c'est que tu n'es plus en relation avec l'être humain. Absolument. Puis l'échange entre gens. C'est ça. Donc, notre attention, notre focus change du rentrer en relation à une relation quasiment avec un Dieu qui est omniprésent et qui te surveille et qui absorbe tes données pour devenir omniscient. Et tu as juste un rapport avec lui sans t'adresser à l'humanité. Oui. En plus, parce que ça va revenir avec ce que je vais parler avant, mais aujourd'hui, qui est capable de faire des IA, des grandes IA génératives, là je ne parle pas des petites IA de rien, là, ce ne sont aujourd'hui que des grands joueurs, des extrêmement grands joueurs, Oui. Et les règlements qu'ils font sur les données font qu'il n'est plus possible pour qui que ce soit d'autre que de les créer. C'est-à-dire qu'on a créé un truc où il va y avoir en gros 4-5 grosses IA qui vont appartenir aux GAFAM, et ces IA-là sont déjà politiquement orientés. Oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on est mal parti avec l'IA. Parce que, étant donné que ça nécessite énormément de ressources, les géants de la Web 2, qui avaient le savoir technique et la donnée, ont déjà eu une longueur d'avance. Et après, étant donné qu'ils ont été eux-mêmes corrompus et rentrés dans la logique du contrôle, ben, ce qui va sortir de leur création d'AI, ça va matcher un peu leurs intentions puis la façon qu'ils voient le monde. Effectivement. Oui. Mais il y a une réponse à ça. Il y a une réponse à ça, mais il y a une perversité là-dedans aussi. Okay? Donc la réponse, c'est ce qu'on appelle le Web 3. Okay? Donc, le Web 3, c'est de dire, on va redécentraliser le Web. Il y a par exemple une entreprise qui s'appelle SingularityNet,
qui propose de distribuer des machines de calcul comme Bitcoin. Oui. Mais au lieu de faire du minage de Bitcoin pour sécuriser le réseau, ben, tu fais du crunching, data crunching pour le AI. Oui. Bon. Et donc, tu crowdsources et tu distribues l'infrastructure. Là, l'infrastructure, ça appartient plus à Google. C'est pas le cloud d'Amazon ou de Google qui produit l'AI. Parce que l'AI est produit dans un substrat physique dans les machines. Bah, attention, il y a une chose dont il faut toujours se méfier, parce qu'il y a deux étapes dans l'AI. Quand on fait de la programmation normale, Ouais. avec ce qu'on appelle la programmation normale, dans le fond, c'est que tu dis quand il se passe ça, tu fais ça, quand il se passe ça, tu fais ça. Et donc, tu écris un programme, et après, tu utilises ton programme. Il y a une seule étape. Alors que quand tu fais un programme d'AI, ton programme d'AI, il ne sait rien faire. Oui. Après, il faut que tu l'entraînes. Tu l'entraînes, oui. Donc, la question n'est pas tellement au niveau de la... Que ça soit roulé sur une machine dans un data center, dans un garage ou n'importe où, là n'est pas la question. L'AI n'a de valeur que les datas qu'elle a crunchées. Parce qu'aujourd'hui, moi j'étais membre d'Ivado et puis j'ai travaillé avec Banjo, j'ai travaillé avec tous ces gens-là. Fondamentalement, je vais donner un exemple très simple. On ne peut pas penser que Google a une AI moins performante que DeepL. Pourquoi DeepL est tellement plus efficace dans la traduction? Parce qu'ils étaient propriétaires des échanges de plusieurs dictionnaires de tous les traducteurs qui utilisaient ça. Donc ils avaient une data qui était extraordinaire. Oui, c'est ça. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, une IA qui techniquement est peut-être même supérieure à Google donne un résultat moins performant. Donc ce qui donne ta performance aujourd'hui d'une IA, c'est la quantité de données que tu as et la qualité des données que tu as. Donc qualité, est-ce que c'est des données qui sont à moitié pourries, même si en intelligence, on augmente la performance en rentrant volontairement des données corrompues, ça permet d'obtenir des gains de performance, c'est contre-intuitif mais ça fait partie des techniques, mais en contrôlant l'information, en contrôlant ce qu'on donne en plus. Aujourd'hui, je vais prendre un exemple tout simple. Quand tout le monde s'imagine que notre ami Elon a acheté Twitter uniquement pour Twitter et pour la... Oui, il a sûrement fait pour ça, mais il n'est pas con. C'est avec ça qu'a été entraîné ChatGPT, et ChatGPT ne peut plus utiliser Twitter. Donc, ça fait partie de la gamme. Et le problème, c'est le volume de données. Et dans ce que je vais discuter tout à l'heure, on est en train de se parler beaucoup de techniques, mais on oublie qu'il y a eu un changement de paradigme sociétal dans le traitement des données au niveau industriel. Qui fait qu'aujourd'hui, si tu remontes, je ne veux pas embarquer dans mon idée, j'en parlerai tout à l'heure, mais tu vas voir que pour moi l'enjeu il est là. C'est-à-dire que tu peux donner tous les droits à tout le monde d'avoir les machines qu'ils veulent, tu peux décentraliser tout ce que tu veux. Si tu n'es pas capable d'entraîner tes machines avec suffisamment de données, oui, t'es à poil, t'as rien. Oui, mais ça répond un peu à ça, parce que ces gens-là, ils sont fous quand même là. C'est que c'est pas juste le pouvoir de calcul que tu distribues, c'est aussi l'accumulation de données. Oui, donc ça veut dire... Le dataset, c'est pas les données que tu utilises pour entraîner là, et aussi le pre-processing que tu fais. Donc la façon que ça s'est construit, c'est comme une sorte de marketplace des AI apps. Donc l'idée, c'est que c'est comme décentraliser l'Internet. Tu as ces machines qui sont bâties d'une certaine manière et qui roulent un protocole qui puisse se parler entre eux. Et là, tu as des gens qui créent des AI qui sont super spécialisés. Donc ici, on peut avoir un nœud comme ça et que ils peuvent se spécialiser dans, je sais pas moi, à nous écouter à parler du père à père. Mais attends, mais l'idée, c'est que maintenant, sur cette plateforme-là, tous ces engins AI s'échangent, s'entraînent eux-mêmes. Donc c'est pas une plateforme où tu as des silos d'applications AI qui se super spécialisent sur une tâche. Tu as aussi une communication, un apprentissage par les pairs entre ces AI-là. Et qui contrôle ça? Donc c'est ça que je veux comprendre. Parce que SingularityNet, qui est connecté au World Economic Forum,
on va le dire, utilise un langage du genre, c'est open source, c'est transparent, c'est décentralisé au niveau du pouvoir de calcul, et c'est aussi décentralisé, comme un marketplace, au niveau des engins ou des applications AI que les gens veulent mettre là-dessus. Toi, par exemple, tu veux faire un AI qui se spécialise, je ne sais pas moi, dans la peinture. OK? Puis, je ne sais pas moi, tu es le propriétaire des banques de peinture. Et tu as toutes ces données qui t'appartiennent à toi. Mais tu peux mettre cet AI-là sur ce marché-là et pouvoir s'enrichir des autres, puis tu t'enrichis des autres, puis les autres t'enrichissent. Tu vois, c'est comme un va-et-vient collaboratif, c'est du AI collaboratif, ils appellent ça. Open source, transparent, de façon de marché libre où les gens peuvent se mettre ça. Mais le problème maintenant que je me pose, where is the catch? Parce qu'on sait bien qu'il les finance. Je vais te dire où est le catch. OK? Juste un instant. Donc, moi, ce que je pense, c'est que en fait, j'ai pas la réponse, mais je vais te dire comment je pense. OK? Quand Facebook a été créé, ça nous a pris du temps à réaliser que la vraie valeur de la plateforme, hein, comment est-ce que tu mets un prix sur la plateforme, c'était le graphe social. OK? Qu'est-ce qui émerge de ce marché décentralisé de AI en interaction, AI collaboratif? C'est du pair-à-pair AI, de ce marché pair-à-pair AI. OK? Puis toi, tu détiens le tien, lui, il détient là, lui. Tu sais, chacun est le maître de son propre AI, mais ces AI s'échangent, des choses se cross-pollinate. OK? Quelle est la dimension de valeur émergente qu'on ne voit pas encore, qu'on n'a pas vu avec Facebook, puis qu'on s'est rendu compte plus tard? C'est ça ma question. That's where the catch is. Moi, tu comprends? Une valeur supérieure. Je suis d'accord sur le supérieur. Que j'aimerais mettre le doigt là-dessus puis la définir avec ton aide. Eh ben, je vais t'aider. Et on va prendre un exemple intéressant. Oui. On va prendre l'exemple de Amazon. Oui. Amazon, il a dit d'abord, n'importe qui peut vendre chez moi. Oui. Et donc, il y a plein de petits humains partout. Oui, qui testent le marché. Qui testent le marché. Bah oui, ils prennent le risque. Et ils prennent le risque. Oui. Ils pédalent. Oui. Et puis, au moment où il y a un produit qui se vend bien, et eux, ils le savent, oui. ben, eux, ils le produisent et eux, là, ils ramassent tout le marché. Oui. Et donc, c'est un petit peu le même principe qui aurait été... C'est une asymétrie informationnelle, disons. Tu crowdsources le risque. Et puis, tu privatises le profit. Exactement. Et donc, comment tu fais ça? Bon, ben, ils l'ont fait de cette manière-là. Mais c'est fait, même les pharmaceutiques font ça. Aujourd'hui, tu as plein de petits laboratoires qui bossent avec, dans le fond, dans les laboratoires des universités pour sortir les grands principes. Après, on fait des startups qui sont financées par l'argent public. Et après, eux, ils rachètent uniquement. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus de laboratoire. Il n'y a plus une pharma qui a un laboratoire. Leur laboratoire, ils étaient lourds, ils étaient compliqués, ils manquaient d'imagination, et puis ils ne produisaient rien. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a fait un système, en utilisant le financement et en utilisant des techniques comme ça, qui est que pédalez, faites les trucs, et nous, dès qu'on voit un truc intéressant, on arrive, et là où ils vont avoir leur point fort, c'est que toi, tu vas entraîner ton intelligence artificielle qui est brillante avec 500 000 enregistrements, 700 000, 1 million d'enregistrements. Puis eux, ils vont débarquer là-dedans, ils vont dire « Oh, c'est utile ça ». Ils vont prendre leur AI, eux, ils sont capables, et je vais t'expliquer tout à l'heure comment, d'aller chercher 3 milliards de data, et ils vont arriver avec une IA qui va te pulvériser la première. Et donc, dans le fond, on a tous été des petits esclaves qui avons travaillé pour rien, pour nourrir les gros. Et c'est ça le principe général. Bah, c'est le principe de prédation qu'on a dans les startups et oui, qu'on a dans le marché de l'informatique depuis toujours, où les IBM de ce monde ont systématiquement racheté les petites startups innovantes. Ce qui est intéressant également, en parallèle de ce que tu expliques par rapport à SingularityNet, c'est ChatGPT, donc là on est sur un système beaucoup plus fermé, mais qui ouvre son marché de custom GPTs maintenant. Donc des mecs comme moi qui ont fait leur custom GPT, c'est pas un entraînement d'une IA, c'est tu travailles sur un dataset qui est déjà défini, mais tu le nourris, tu poses des questions, tu le fais bosser. Ils ont 3 millions de custom GPTs sur leur marketplace. 3 millions. Donc ils vont bâtir une couche par-dessus ça. Lundi dernier, 3 millions. Ok. Donc voilà, on retrouve
les phénomènes que vous décrivez, effectivement, à un moment donné. Mais ça, c'est centralisé. Et puis eux, ils augmentent leur valeur. Mais eux, c'est centralisé. SingularityNet Oui, mais c'est comme du Amazon. mais ça change pareil, ça change pas. C'est que fondamentalement, c'est parce qu'ils détiennent le protocole. Quelque part, ils sont capables d'extraire cette valeur et de l'emmagasiner quelque part d'autre. C'est ça qui n'est pas dit, parce que toute la beauté, c'est open source, c'est décentralisé. Et comment ils le font en c'est un mode marché open source? libre. Comment ils le font justement? Parce que Le code est open source. C'est comme le code de Bitcoin. Parce que ces nœuds-là, ils ont un protocole de communication. Mais comment ils font le système de prédation dans l'exemple que tu définis, où c'est open source décentralisé? Est-ce que ça veut dire qu'ils remontent, ils consolident? Ils lisent les données et probablement ils ont probablement développé eux-mêmes une IA pour lire en permanence tout ça, pour voir là où d'un coup il y a une espèce de croissance, pour aller étudier ça. Et oui, parce que s'il y a un échange entre tout ça, ça veut dire qu'il peut y avoir aussi un échange avec quelque chose qui Exactement. aspire. Ils vont aspirer les données, ils vont compiler. Mais on retombe un petit peu dans le modèle au niveau financier de Aladdin. Aladdin, c'est le logiciel qui est utilisé par BlackRock. Ah oui, ok. C'est le logiciel de BlackRock qui gère à lui tout seul plus de 10% de la valeur boursière mondiale. Plus de 20% des... au niveau mondial, c'est plus de 20% des... je mélange entre l'anglais et le français là. Dans le fond, c'est des espèces de groupes de... Le FCP? Le fonds commun de placement? Ouais, de fonds commun de placement, des choses comme ça là. Ils ont plus de 20%. Ah, c'est monstrueux, ok. En termes de chiffres là, c'est des milliards de milliards. Ouais. Ils sont capables de manipuler n'importe quelle bourse dans le monde. Et c'est plus géré, c'est une IA qui gère tout ça. Et donc, dans le fond, ils ont contourné tout le système, techniquement, des grandes familles de la loi antitrust. C'est que les familles sont propriétaires de deux compagnies qui sont propriétaires croisées, qui elles-mêmes sont propriétaires de 10% partout, etc. Ce qui fait qu'à aucun moment, il y en a un qui peut dire « Ah non, moi j'ai rien, moi j'ai juste une action là-dedans. Mais dans les faits, tu as 7 familles qui contrôlent la totalité des actions boursières dans le monde. Ok, donc les mécanismes que vous décrivez, finalement, c'est toujours l'éternelle consolidation d'une masse critique qui devient un avantage déterminant totalement monstrueux. C'est ça. Et qui permet de manipuler le marché et d'avoir le... Exactement. Et chaque fois, tu laisses travailler les gens. C'est-à-dire qu'au départ, tu sais pas qu'est-ce qui va marcher. Comme quand on a sorti les premiers iPhones, on n'avait aucune idée qu'avec le son, il y a des gens qui allaient mesurer le battement cardiaque ou quelque chose comme ça. Ouais. Donc, tu proposes un outil, tu laisses tout le monde travailler dessus. D'abord, tu donnes ça gratuitement, tu mets de l'open source, ce qui fait que quand tu arrives sur le marché, tu as beaucoup de valeur parce qu'il y a plein de petits produits qui répondent à plein de questions. Les gens sont dans un truc où ils sont capables de monter rapidement quelque chose en mettant des liens. Donc, dans le fond, tu fais du lien, ah bah j'ai besoin de cette IA-là, ah, elle est accessible, ah parfait, tous les protocoles sont les mêmes, je suis capable de me plugger avec ça. Là, j'ai besoin de comprendre la voix, tiens, j'ai un truc qui comprend la voix. Là, j'ai donné, j'ai besoin de transformer ça. Ah, j'ai une IA qui transforme ça en texte. Ah, là, j'ai besoin d'une. Et puis eux, ils regardent tout ce qui est en train de bouillonner. Et puis d'un coup, ils disent oh, ça démarre ici. Parfait, j'ai le modèle, je sais comment il marche. J'ai même plus besoin de le racheter quelqu'un, puisque c'est l'open source. Maintenant, je prends toutes mes données, toute ma puissance de calcul, et je te fais un produit spécialisé qui fait ça. Et toi, tu peux rien dire, c'est de l'open source. Et eux, ce qu'ils ont fait derrière, c'est pas l'open source. Mais ça a été basé sur la compréhension qu'ils ont eu de l'ensemble. Ouais, le modèle est open source, mais les datasets, c'est pas open source. Toutes les values, c'est dans les datasets. Toutes les values, c'est dans les datasets. Par renforcement informatique, genre, ça inclut même pas genre les neural network, puis machine learning. Puis... Bah, si, sinon, je te parle de machine learning en général. Bah non, bah, tu parles de renforcement. Reinforced learning is different. Oui, regarde, fondamentalement, tout ce que tu fais, c'est changer le nombre de couches. Entre toutes ces affaires. C'est les données, genre, puis la source de les données. Genre, tu sais, pour justement ce que vous parlez de Reinforce, d'où est-ce que tu penses qu'il vient toute cette data-là? Genre, tous les gens, tous les artistes là, qui ont produit toutes ces choses-là que vous nourrissez ces AI avec, eux autres, ils ne voient rien. Non, mais on est bien d'accord. Est-ce que tu avais encore un point sur ta présentation? Non, c'est à peu près ça. Le point dernier, c'est que il y a des loups qui sont déguisés en moutons, qui parlent le langage pair à pair. On est décentralisé, blockchain, open source et tout ça. C'est un peu la supercherie de l'économie, soit dite de partage. Airbnb, Uber, ce sont juste
des économies de microservices. Il n'y a pas de partage. Je t'offre un service, tu me payes que je te transporte. Mais on a tellement été pris dans cette campagne de marketing-là, c'est l'économie de partage, des relations, tout ça. Puis finalement, ça s'est installé comme un monopole. Et donc, ce qu'on voit maintenant, c'est un peu le même greenwashing. Tu sais, tout ce qui est blockchain, c'est pas nécessairement du pair à pair. Tout ce qui est blockchain, c'est pas nécessairement la distribution du pouvoir. Il y a des couches de valeurs auxquelles on n'a pas encore songé, qui sont en train de se faire designer dans la plateforme même, et qu'on verra le résultat plus tard. Fait qu'il y a un catch là-dedans. Là. On se présente comme étant... On utilise le langage de ce mouvement décentralisateur, émancipateur, hein? Mais finalement, il y a toujours un catch là-dedans. Et je pense que le signal d'alarme, c'est les mêmes gens de Silicon Valley qui sont en train de mettre l'argent dans tout ça, dans SingularityNet. Puis comme par hasard, hein, le World Economic Forum, ils sont en train de backer ce genre de développement. Fait que ça, ce sont pour moi des red flags qui me fait penser, where is the catch? Le catch, c'est simplement qu'il te laisse bosser. Où est la poigne, tu sais? Non, mais il te laisse bosser. Le catch, c'est ça. Ouais. Il te laisse bosser. Ça. Et quand tu as bien bossé, si c'est rentable, ils vont embarquer avec toi. Je vais revenir sur le sujet de Facebook. Tout à l'heure, tu demandais, genre, c'est quoi la vraie valeur de ça?